Bonjour à tous. Merci beaucoup aux organisateurs du congrès d'avoir organisé cette session autour des actualités en hémostase. Donc vous verrez, les sujets sont très divers et j'espère que vous apprendrez des choses. Alors, on va commencer par un petit exposé sur les anomalies de la coagulation associées à la maladie à coronavirus 19. Tout d'abord, un petit historique pour vous rafraîchir la mémoire. Donc les premiers cas de Covid-19 ont été décrits en novembre 2019 en Chine, dans la province de Hubei. Et puis, assez rapidement, on a eu un petit cluster toujours en Chine. Et progressivement, la pandémie a gagné, enfin l'épidémie d'abord a gagné l'Europe, d'abord la Suède, puis l'Italie et la France, avec une pandémie déclarée par l'OMS en mars 2020 et un confinement en France le 17 mars. Et dès les premières études rétrospectives publiées par nos collègues chinois, on a pu observer que les patients qui avaient des formes sévères de maladie à coronavirus présentaient des anomalies de l'hémostase et en particulier des taux élevés de D-dimère. Donc il y avait une différence entre les patients hospitalisés en unité de soins conventionnelle et les patients hospitalisés en unité de soins intensifs avec des taux de D-dimère beaucoup plus élevés. Donc, vous voyez ici les deux premières séries rétrospectives qui ont montré que par la suite que ces taux de D-dimère élevés étaient associés à la mortalité, donc les patients qui décédaient de Covid-19 en unité de soins intensifs avaient des taux beaucoup plus élevés de D-dimère que les patients qui ne décédaient pas. Très rapidement, il y a eu des études spécifiques qui se sont intéressées aux anomalies de la coagulation. Vous voyez ici, c'est la première série publiée qui s'est spécifiquement intéressée à ces anomalies, qui a été publiée par nos collègues chinois, vraiment au tout début de la première vague en Europe, et qui a montré qu'en sus de ces taux élevés de D-dimère, on avait des petites anomalies de la coagulation, principalement un taux de prothrombine qui était un petit peu diminué, un TCA qui était modérément allongé chez les patients qui avaient des formes sévères, sans thrombopathie associée, et toujours ce taux de D-dimère très élevé. Et dans cette première série, il était conclu que ces anomalies étaient probablement à relier à une coagulation intravasculaire disséminée, puisque les patients qui décédaient de la maladie, dans 70% des cas à peu près, on avait ces anomalies qui faisaient penser initialement à une CIVD. La même équipe a publié dans le même temps une série de plus larges effectifs où certains patients avaient été traités par des héparines de bas poids moléculaire et pour la première fois a observé que lorsqu'on traitait les patients par héparine de bas poids moléculaire, en particulier ceux qui avaient des taux de D-dimère très très élevés, plus de 6 fois les valeurs normales, on améliorait la mortalité dans les 28 premiers jours. Et puis dans le même temps, toujours au début de la pandémie en Europe, on a accumulé des descriptions de patients qui présentaient des embolies pulmonaires associées à la Covid-19 et on a rapporté de plus en plus de séries, alors excusez-moi, pardon, qui rapportaient un taux élevé de thrombose. Sur les toutes premières séries chinoises, on n'avait pas observé cette incidence augmentée des thromboses. Et puis finalement, dès que les Européens ont commencé à décrire cette association à la thrombose, les Chinois ont publié eux aussi des séries où on retrouvait à peu près 25% de patients qui présentaient des thromboses veineuses profondes ou des embolies pulmonaires, avec une association au taux de D-dimère. Donc il y avait une association entre la sévérité de la maladie, le taux élevé de D-dimère et puis l'incidence élevée des thromboses. Et même la première série chinoise disait que le taux de D-dimère pouvait prédire la survenue d'une thrombose avec un cutoff assez élevé, à 1,5 microgrammes par millilitre. On avait une bonne valeur prédictive avec une sensibilité de 85%, une spécificité de 88% pour prédire la survenue d'une thrombose. Alors par la suite, je vous passe les détails, mais il a été clairement démontré que la maladie à coronavirus était une maladie extrêmement prothrombotique, avec la survenue de thrombose dans la microcirculation et la macrocirculation, avec
au cours de la première vague une prévalence des thromboses veineuses d'environ 15% et une prévalence des thromboses artérielles d'environ 4%. Et il y a vraiment une abondante littérature sur ce sujet. Il y a plus de 3000 articles, je crois, qui décrivent des épisodes thrombotiques ou des séries de patients atteints de thrombose. Et les Européens ont commencé eux aussi à s'intéresser à la biologie et en particulier aux anomalies de l'hémostase dans des petites séries. Donc les premières séries sont italiennes. Ici, une série de Ranucci, donc les premiers patients qui avaient été hospitalisés en Italie. Et donc là encore, on retrouvait ce taux élevé de D-dimère. Ce qui a été décrit en plus, c'est que les patients qui avaient des formes sévères avaient des taux très 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 élevés de fibrinogènes. Et puis finalement, les paramètres conventionnels de l'hémostase, le TCA, le TP, étaient dans des valeurs normales. Et les plaquettes, vous voyez, étaient aussi dans des valeurs normales. On ne retrouvait que très peu de thrombopénie. Et lorsque l'on traitait les patients par héparine de bas point moléculaire ou par nadroparine, eh bien, les paramètres de l'hémostase se normalisaient progressivement au cours de l'hospitalisation. Vous voyez aussi, on observe une diminution progressive du taux de fibrinogène et du taux de D-dimère. Et pour la première fois, les Italiens ont dit mais les plaquettes sont normales, les paramètres conventionnels d'hémostase sont très peu modifiés et ça ne correspond pas à une CIVD, donc c'est probablement une coagulopathie différente d'une CIVD. Alors effectivement, la deuxième série italienne qui a été publiée quasiment en même temps retrouvait la même chose, donc un taux de fibrinogène très élevé, des taux de D-dimère très élevés, très peu de modification du TP, du TCA, pas de thrombopénie, et en sus, des taux de facteur Willebrand et de facteur 8 extrêmement élevés. Donc, peu compatible avec une CIVD. Et ce qui a été fait en plus par cette équipe, c'est de faire des tests viscoélastiques. Les tests viscoélastiques, ce sont des tests en sang total qui permettent de décrire un profil. Je vous montre ici un profil. Sur votre gauche, vous avez un profil normal. Donc, on mesure le temps de formation du caillot, l'amplitude du caillot et la fibrinolyse que l'on peut observer. Vous voyez une décroissance de l'amplitude du caillot. Et sur votre droite, vous avez ce qu'on observait chez les patients Covid-19 en unité de soins intensifs de façon assez caractéristique. C'était un profil très reproductible d'un patient à l'autre. Donc une diminution du temps de formation du caillot, une augmentation de l'amplitude du caillot et vous voyez une hypofibrinolyse, pas de fibrinolyse à 30 minutes. Et puis une équipe de Strasbourg a publié un très beau travail qui a comparé une cohorte de patients historiques, des patients hospitalisés pour un syndrome de détresse respiratoire aiguë, mais non Covid-19, essentiellement des grippes sévères, et puis des patients qui avaient été hospitalisés pendant la première vague dans leur service, atteints de Covid-19, et a montré qu'en termes d'événements thrombotiques, il y avait une différence avec une prévalence beaucoup plus élevée d'embolie pulmonaire et d'autres complications thrombotiques que chez les patients qui présentaient une grippe sévère ou un syndrome de détresse respiratoire aiguë d'une autre origine. Et cette équipe s'est intéressée également aux anomalies de la coagulation et a montré des choses un petit peu différentes. On retrouvait toujours ce taux de D-dimère très élevé, mais quand on comparait à un autre type de syndrome de détresse respiratoire aiguë, finalement, les taux de D-dimère étaient plutôt moins élevés que chez les patients qui avaient un syndrome de détresse respiratoire aiguë d'une autre origine. Les taux de fibrinogène étaient plus élevés et il n'y avait pas de thrombopénie. Donc là encore, cette équipe a dit mais ces patients n'ont pas de CIVD, ils ont un énorme syndrome inflammatoire, ils ont bien des taux de D-dimère élevés, mais lorsque l'on calcule des scores clinico-biologiques de coagulation intravasculaire disséminée, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a vraiment très peu de patients qui ont une coagulation intravasculaire disséminée. Alors, il y a de très nombreux, je ne vais pas reprendre toute la littérature, parce qu'il y a je crois qu'il y a plus de 3000 articles, là encore, qui décrivent les anomalies de la coagulation des patients Covid-19. Globalement, quand on compare, là aussi c'est un petit travail, mais qui a comparé des patients avec des détresses respiratoires extrêmement sévères, hospitalisés et qui nécessitaient un recours à l'ECMO
avant le Covid, après le Covid, finalement, on se rend compte que dans les deux cas, on a ces taux de dédimère très élevés. On a un syndrome inflammatoire qui est plus prononcé chez les patients atteints de Covid-19, avec un orage cytokinique, des taux de fibrinogènes qui sont un petit peu plus élevés. Et puis, la différence majeure, c'est qu'effectivement, on a tous les facteurs de la coagulation qui sont très, très augmentés. On a des taux de facteurs Willebrand et de taux de facteur 8 qui sont très augmentés, mais ça, ce n'est pas différent des autres syndromes de détresse respiratoire aiguë, et c'est très lié à la souffrance endothéliale. Alors, je vous montre juste une petite image de test viscoélastique qu'on a réalisé dans mon centre hospitalier de façon systématique. C'est différent de ce que je vous ai montré qui était un tracé TEG. Ça, c'est un appareil qui s'appelle le Cantra. Le principe, c'est un principe d'ultrason. On envoie des ultrasons sur un caillot en cours de formation et on mesure la formation du caillot. Alors, il y a plusieurs paramètres. Je veux simplement vous montrer, il y a les paramètres d'intérêt. Ici, c'est le CS, c'est la fermeté du caillot. Le FCS, c'est la contribution du fibrinogène à la fermeté du caillot. Et le PCS, c'est la contribution des plaquettes à la fermeté du caillot. Et vous voyez que la zone normale est indiquée en vert. Donc c'est très facile à interpréter, ce test. Et vous voyez de façon systématique, chez les patients atteints de Covid-19, on a une fermeté du caillot qui est très augmentée, une contribution du fibrinogène à la fermeté du caillot qui est très, très au-dessus des valeurs normales et une contribution des plaquettes qui est aussi un petit peu au-dessus des valeurs normales. Donc, mais c'est principalement ces taux de fibrinogène élevés qui contribuent à cette augmentation de la fermeté du caillot. Alors, cette coagulopathie, c'est assez caractéristique du Covid-19. Donc, des taux de dédimère élevés, un fibrinogène très élevé, finalement des paramètres conventionnels d'hémostase très peu modifiés, des taux de facteur 8 élevés, des taux de facteur Willebrand élevés. Finalement, il est un petit peu différent des autres coagulopathies qui ont été décrites et il est à l'interface de plusieurs syndromes, du syndrome hémophagocytaire. On retrouve aussi une ferritine très, très augmentée. Ce n'est pas tout à fait une CIVD, ce n'est pas tout à fait une coagulopathie induite par le sepsis. Donc, c'est vraiment à la frontière de plusieurs syndromes. Ce que l'on sait, c'est que cette coagulopathie est très associée à la survenue d'embolie pulmonaire ou de thrombose. Il y a de très nombreuses études qui montrent très clairement que le taux de dédimère, le taux de facteur 8, le taux de facteur Willebrand, même le taux de facteur 5 sont associés à la survenue de thrombose. Donc je vous passe rapidement cette littérature. Et très rapidement, il a été proposé de suivre ces anomalies de la coagulation chez les patients hospitalisés, puisque finalement, une modification du bilan d'hémostase était prédictif à la fois de la mortalité, de la sévérité et de la survenue de thrombose. Donc l'ISTH a très rapidement publié un algorithme décisionnel et une classification en 3 stades liés aux anomalies de la coagulation. Alors il faut savoir que tous les patients atteints de Covid-19 ne présentent pas des anomalies de la coagulation. Il y a des anomalies de la coagulation à minima qui sont une élévation du taux de dédimère qui sont liées à la fibrinolyse locale dans la microcirculation. Chez certains patients, dans les formes sévères, on peut retrouver une vraie coagulopathie. Il y a très peu de cas qui vont se transformer en coagulation intravasculaire disséminée. Donc il y a un certain nombre de différences avec la coagulation intravasculaire disséminée et avec la coagulopathie induite par le sepsis. Juste un petit mot sur les mécanismes. Les mécanismes qui conduisent à cette coagulopathie, il y a eu beaucoup de papiers qui se sont intéressés à ces mécanismes-là. C'est incomplètement compris, mais il y a une participation de l'orage cytokinique, de l'activation du complément, de la lésion endothéliale induite par le sepsis. Alors si on regarde ce qui se passe au niveau des alvéoles pulmonaires, pour simplifier un petit peu, le virus va pénétrer dans les voies respiratoires. Il va y avoir localement une réaction des cellules de l'immunité innée, une activation de la coagulation. En fait, c'est ce qu'on appelle l'immunothrombose,
qui est un mécanisme physiologique qui vise à se débarrasser du pathogène. Donc la coagulation va aider, le fait qu'il y ait un caillot de fibrine qui se forme va aider à l'immobilisation, à l'élimination du pathogène. Mais ça peut se propager, ça peut atteindre la macrocirculation, aboutir à la formation de thromboses, et c'est pour ça qu'on a des dédimères. Et enfin, pour finir, il y a autre chose qui a été décrit de façon assez constante au cours de la maladie à Covid-19, c'est la présence d'anticorps antiphospholipides. Donc les deux premières séries, ça a été dans 2 séries dans le New England Journal of Medicine, qui ont dit les patients qui sont atteints de Covid-19 ont des lupus anticoagulants positifs, et on avait supposé à ce moment-là que probablement le lupus anticoagulant pouvait contribuer au phénotype prothrombotique. Vous voyez, si on regarde une série de patients en réanimation, on s'aperçoit que 90% ont des lupus anticoagulants. Alors, il y a beaucoup moins, la fréquence des anticorps anticardiolipines et anti-bêta-2-GP1 est beaucoup moins élevée. Mais il y a de nombreuses interférences, notamment avec la CRP, qui peuvent conduire à une positivité du lupus anticoagulant. Et globalement, finalement, on s'est beaucoup excité sur ces lupus anticoagulants, mais c'est quelque chose de fréquent dans les infections virales. On retrouve dans toutes les infections virales une positivité du DRVVT. Et finalement, quand on reprend de façon rétrospective toutes les séries qui se sont intéressées à ce sujet, on s'aperçoit que le lupus anticoagulant, la positivité n'est pas du tout prédictive ni de la survenue d'une thrombose veineuse, ni de la survenue d'une thrombose artérielle, ni de la sévérité, ni de la mortalité. Donc il y a finalement assez peu d'intérêt. Et pour finir, je vous dirai juste 2 mots de l'intérêt des anticoagulants. Là aussi, il y a eu énormément d'études qui ont comparé différents schémas posologiques pour essayer de voir si l'utilisation des héparines à dose curative pouvait prévenir la mortalité. Puis globalement, il y a des recommandations assez récentes de l'American Society of Hematology qui disent que chez les patients hospitalisés avec une forme sévère, finalement, il faut utiliser des doses préventives et qu'il n'y a pas d'intérêt à utiliser de façon systématique une thromboprophylaxie chez des patients qui ne sont pas hospitalisés. Il y a des études qui ont montré qu'il n'y avait pas de bénéfice. Voilà, je vous remercie pour votre attention.